Ô liberté, liberté, sainte déesse d'un peuple éclairé, règne aujourd'hui dans cette enceinte, par toi ce temple est épuré, par toi ce temple est épuré. Liberté, devant toi, la raison chasse l'imposture, l'erreur s'enfuit, le fanatisme est abattu. Notre évangile est la nature, et notre culte est la vertu, et notre culte est la vertu, et notre culte est la vertu. L'Union des Trois Ordres est un tableau du peintre Nicolas Perceval que vous pouvez admirer au musée des Beaux-Arts de la ville de Reims. Il aurait été peint en 1789. J'emploie le conditionnel à dessein car on n'est pas tout à fait certain de sa date. Il est possible qu'il ait été plutôt peint postérieurement à cette année, peut-être en 1790 ou 1791, car le peintre devait pouvoir bénéficier d'un certain recul sur les événements de la Révolution française naissante pour produire une telle scène. Justement, que représente ce tableau ? L'union des trois ordres, comme son nom l'indique, c'est-à-dire l'union de l'aristocratie, du clergé et du tiers-état, symbolisé ici par les trois personnages au premier plan. Si le représentant du clergé est facilement identifiable à cause de son habit ecclésiastique, ceux de l'aristocratie et du tiers-état en revanche le sont beaucoup moins, car leurs habits soignés et le port de l'épée ne permettent pas de bien les distinguer. On pourrait essayer de le faire au moyen de la couleur de leurs habits, en se fondant sur une interprétation du symbolisme de la cocarde tricolore, qui associe le blanc à la noblesse, le bleu au clergé et le rouge au tiers-état. Mais précisément, il ne s'agit que d'une interprétation. D'autres, au contraire, estiment qu'il faut associer le blanc à l'Église, le rouge à la noblesse et le bleu au tiers-état, quand une interprétation plus officielle postule que les trois couleurs de la cocarde, devenues depuis celles du drapeau national, sont en réalité les couleurs de la ville de Paris entourant le blanc de la royauté. Bref, on le voit, toutes les interprétations se contredisent et aucune d'entre elles n'émerge véritablement. Je formule cependant l'hypothèse que l'aristocrate est bien le personnage de gauche. Il semble porter un costume d'officier avec des épaulettes. Le représentant du tiers-état paraît bien être le personnage de droite, peut-être en raison de son positionnement. En effet, placé aux côtés du représentant du clergé, le représentant du tiers-état fait face à l'aristocrate. Peut-être pour rappeler que 149 députés du tiers-état étaient également des ecclésiastiques ou des anciens ecclésiastiques. Pensons par exemple à l'abbé Grégoire et à l'abbé Sieyès, ou encore à l'évêque défroqué Talleyrand. Je suis conscient de la faiblesse de l'argument, car on pourrait certes y opposer les 47 députés aristocrates qui ont eux aussi rejoint le tiers-état, comme par exemple Marie-Charles de la Tour-Maubourg, Louis-Alexandre de la Rochefoucauld ou bien encore Stanislas de Clermont-Tonnerre. Quoi qu'il en soit, le peintre Nicolas Perceval a représenté ici l'évolution politique majeure de son temps, qui a par la suite modifié profondément et inexorablement la France. Cette évolution, c'est le début d'un décloisonnement de la société française. Et Nicolas Perceval de présenter ce décloisonnement comme l'œuvre de la franc-maçonnerie puisqu'on voit à l'arrière-plan, sur la gauche, un temple maçonnique dont le fronton est rehaussé d'une équerre et d'un compas. En haut, on devine peut-être un delta lumineux. Les représentants des trois ordres sont donc ici trois francs-maçons qui ont commencé à l'intérieur de la loge à fraterniser et à mieux se connaître. Les événements du temps les ont amenés à s'exposer et à officialiser cette fraternité sur les parvis. Ils posent à l'ombre d'un arbre dont les feuilles évoquent l'acacia qui occupe une place symbolique majeure en franc-maçonnerie. Il est néanmoins intéressant de relever que malgré la poignée de main, les regards des trois protagonistes ne se croisent pas. Il faut ajouter que les roturiers avaient le droit, paraît-il, de porter l'épée en loge, du moins dans les loges françaises, mais ce point est aujourd'hui discuté par les historiens. En outre, il convient de rappeler à ceux qui s'étonneraient de voir un curé franc-maçon que les ecclésiastiques étaient nombreux dans les loges au XVIIIe siècle, malgré les bulles papales d'excommunication. La présence des membres du clergé catholique au sein des loges n'a réellement baissé jusqu'à être complète qu'au début du XIXe siècle, lorsque le Saint-Siège a redoublé d'ardeur pour condamner la franc-maçonnerie. Il est facile d'imaginer que le tableau de Nicolas Perceval a pu conforter les conspirationnistes, tels l'abbé jésuite Augustin Baruel, dans l'idée que la Révolution française a été le résultat d'un complot fomenté dans le secret des loges maçonniques. Mais il faut ajouter que nombre de francs-maçons furent également sensibles à cette croyance, ce qui ne pouvait qu'accroître le prestige de l'ordre maçonnique à leurs yeux et faire d'eux les chevilles ouvrières d'un bouleversement politique qui les dépassait en réalité. Le peintre Nicolas Perceval était peut-être de ceux-là.
Or, il est établi depuis longtemps par la recherche historique qu'il n'y a jamais eu le moindre complot, qu'on trouve d'ailleurs quantité de francs-maçons tant du côté des partisans que des adversaires de la Révolution française, et que les activités maçonniques ont été considérablement ralenties de 1789 à 1799, avant de reprendre force et vigueur sous le Consulat et le Premier Empire. Il n'en demeure pas moins que le message du tableau de Nicolas Perceval exprime très bien l'idéal maçonnique et le principe selon lequel la franc-maçonnerie a pour mission de rapprocher des personnes qui, sans elle, auraient continué de s'ignorer et pour être le centre de l'union. La présence de la colonne B, que l'on distingue bien à l'arrière-plan, montre aussi que le peintre a voulu insister sur la notion de force. La force étant l'être suprême, comme on le disait à l'époque, et comme le suggère la colonne. Mais elle réside aussi en l'union nouvelle de ces trois personnages aux intérêts pourtant bien différents et que tout avait opposé pendant des siècles. À noter à la base de cette colonne symbolisant la force, la présence de trois mystérieuses lettres et de trois personnages sculptés. S'agit-il des trois grâces représentant les vertus théologales de la foi, de la charité et de l'espérance? Il est impossible de l'affirmer. Quant aux trois lettres, malgré mes recherches, je n'en connais pas la signification et, sauf erreur ou omission de ma part, je n'ai pas pu l'associer à un mot de passe ou à un mot sacré. Si vous avez des suggestions et des interprétations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y vois pour ma part les premières lettres des mots vérité, persévérance et silence, qui expriment si bien à mon avis la force de la démarche initiatique en franc-maçonnerie. Enfin, pour conclure, on peut voir dans ce tableau de Nicolas Perceval un clin d'œil du peintre à sa loge maçonnique à l'Orient de Reims, dont le titre distinctif était justement la Triple Union. Notre évangile est la nature et notre culte est la vertu.